I mean, I can't speak for how the world relates to his music or hype or, promotion and things like that. For me, that last record, the Channel Orange record, was just a record that affected me profoundly. I had a real emotional connection to it, and I listened to it a million times. It just really connected with me and lifted my spirit. His voice just goes right through me, So I was excited for the new record because I'm just a fan. I mean, what I'm trying to say is I'm a fan. I can't speak for how the rest of the world relates to him. It's a personal thing for me. When there's so much hype surrounding a project, away from me personally, I'm probably the first person to not like be knives out for it, but at the same time, yeah, it's going to take a little bit more to impress me when everybody's in my face telling me that it's the most important record ever made. But Blonde is actually brilliant. So I've not heard so much depth. The first thing in a long time, first thing I did as soon as I listened to it was put it straight back on, because I wanted to understand it better and I wanted to get it more. I think lyrically it's unbelievable. Some of the ideas on it are just really, really forward thinking. It's incredible. But so it should be with a list of contributors. Like, it's just one of those things. Déjà 10 ans que l'album est sorti, et comme on dit souvent, je l'ai toujours dit, le temps est juge de tout. Le temps est juge de tout, et quand tu regardes un peu, quand tu écoutes encore cet album-là, parce que moi je crois que ça faisait presque 8 ans, 9 ans que je l'avais plus suivi, puisqu'on est bientôt à l'anniversaire de cet album-là. L'album-là a été sorti le 20 août 2016, 9 ans déjà, presque 10 ans déjà. C'est incroyable, 10 ans que ce chef-d'œuvre-là est sorti. Ah là là, Frank Ocean, comme vous l'avez vu un peu, c'est un personnage assez particulier et énigmatique un peu de l'histoire de la musique américaine, complètement, et tout, et qui, ma foi, souvent, en tout cas de ma perspective, on le réduit à un chanteur de R&B ou un artiste de R&B et tout, alors que globalement la musique de Frank Ocean n'est pas du R&B. Je peux mieux le développer après dans le sujet, mais c'est pas du R&B qu'il fait. Ça a jamais été du R&B, c'est pas du R&B, c'est même pas du R&B alternatif ou je sais pas quoi là. Parce que souvent il y a un problème un peu avec les gens. Les gens, dès qu'ils voient un noir, forcément il faut le mettre dans la case urbaine. Et parfois, ce n'est pas le cas. Je pense que s'il avait été white, avec les yeux bleus et les trucs, la musique qu'il ferait là, on le classifierait pas comme ça. Bref, en tout cas, depuis 10 ans, plus de 20 ans qu'il est, 17 ans, 18 ans qu'il est dans l'industrie maintenant, c'est vraiment un personnage qui est assez mystérieux, qui a relativement très peu d'interviews, parce que quand je suis parti encore chercher des interviews pour pouvoir faire le sujet que je vous ai fait là, j'arrivais pas à trouver des interviews de lui et tout. C'est vrai que pendant mes souvenirs, je dis, c'est vrai que j'ai pas écouté, il y a pas beaucoup d'interviews du gars. Il donne presque pas d'interviews. Et quand j'analysais un peu plus ou moins la carrière, quand j'essayais de revenir un peu plus ou moins sa carrière avant de parler de l'album Blonde et tout, je me rendais compte à quel point son parcours est assez atypique. Et comment il a beaucoup changé aussi la perception, je pense, sur le plan culturel et social un peu. On se rend pas compte aussi, il a eu beaucoup d'impact sur la perception d'un homme noir américain. Il a permis à ce que on soit plus tolérant avec les noirs américains LGBTQ. Je pense que c'est à partir de là
que le regard un peu sur un homme noir gay est devenu un peu plus tolérant à partir de la sortie de ses albums, de la révélation un peu de sa bisexualité. Je pense qu'il est bisexuel, si je pense, de sa bisexualité dans son album Channel Orange, dont je ne vais pas discuter aujourd'hui. C'est plutôt le deuxième album dont je vais parler. Et tout. Il a plus ou moins rendu normal un peu le côté un peu LGBT noir, un peu qui, si je me souviens bien, quand tu étais dans les années 2000, les années 90, tu étais LGBT noir, c'était un peu plus compliqué un peu et tout. Et ça, c'est tout l'apport de Frank Ocean, un peu culturellement, je pense un peu aux États-Unis, un peu de le regard un peu culturel, un peu qu'on a sur ces personnes-là un peu aux États-Unis, et surtout dans la communauté afro-américaine. D'ailleurs, même pour appuyer mon propos, si on arrive à voir des noirs un peu comme Kevin Abstract et tout, qui sont ouvertement gays et qui arrivent à s'exprimer musicalement sans que ça ne dérange vraiment personne ou quelque chose comme ça, c'est vraiment l'héritage de ce coming out que Frank Ocean avait fait en 2012 au firmament de ce succès à Channel Orange. Ça a beaucoup changé la perception là. L'impact peut se voir un peu Kevin Abstract maintenant, ça ne dérange personne plus ou moins qu'il soit gay. Dans les années 90, c'était presque impossible ce genre de truc. Et surtout aussi, je pense qu'il a lu le collectif Haute Future de Talent de Créateur déjà, qui lui ont beaucoup apporté un peu en termes de liberté et tout, quand il les a rencontrés, qu'il a permis de connaître un peu la scène hip-hop un peu de Los Angeles et tout. Pour lui qui vient de Nouvelle-Orléans et qui était venu à Los Angeles pour devenir un peu artiste et qui il a commencé à entrer à écrire un peu pour les gens, écrire pour Justin Bieber, écrire pour Britney Spears, écrire pour énormément de gros noms de l'industrie. Je crois qu'il avait écrit aussi pour Brandy et tout, de par sa rencontre avec déjà le fabuleux producteur de Dream, Tricky Stewart aussi, qui a été un gars qui a écrit énormément qui a produit énormément de musique, un peu de succès, un peu dans la R&B. D'ailleurs, même, j'aimerais faire un jour l'album, le review de l'album, c'est Love It de Dream là, avec Tricky Stewart. C'est pour moi l'un des meilleurs albums de R&B des années 2000. Excessivement et tout cet album-là, c'est un chef-d'œuvre là. C'est un peu, je fais une digression et tout. Mais cet album-là, un jour j'essaierai de faire un sujet, j'essaie encore de trouver l'angle de comment je pourrais parler de ça, mais cet album-là, il est incroyable. Il est incroyable. Même encore, je le recevais il y a 3 mois, 4 mois, je me dis, bon, il a bien vieilli. Après, c'est toujours comme ça, hein. Je juge avec le temps. Je juge avec le temps quand je parle d'un album et c'est ça, lorsqu'il a signé à Def Jam et tout, il était un peu le songwriter un peu de beaucoup de gens, et justement par l'apport de, on va dire un peu son mentor un peu, hein, Ricky Stewart, un peu qui l'a permis d'entrer dans l'industrie. Et moi souvent, Frank Ocean, normalement son destin, c'est d'être un mec comme un peu James Fonterol un peu. Parce que James Fonterol, un peu, c'était ça, je sais pas si vous connaissez ce gars-là. Il y a plein de gars, souvent, un peu dans l'industrie musicale, un peu, qui traînent là, qui sont juste des songwriters, qui gagnent bien leur vie en étant un songwriter. Je parle comment il s'appelle, Eric Bellinger, rest in peace, ce mec-là, Lashon Daniels. Il y a plein de mecs comme ça, là, où Jason Derulo a commencé donc comme songwriter pour d'autres artistes, et James Fonterol aussi. Pour moi, la carrière de comment on appelle ça? La carrière de Frank Ocean devait être pour moi similaire à celle de James Fonterol, quelqu'un qui écrit pour les autres artistes, qui fait une longue carrière en écrivant pour les autres artistes, qui gagne même des Grammy en étant un songwriter et tout. James Fonterol, un peu, c'est un peu ça. Comme ça que je le voyais devenir, mais il a réussi à prendre vraiment son destin en main avec justement sa rencontre des gars de Haute Future. On risque de me répéter, c'est la rencontre des gars avec Haute Future qui l'a permis de trucs, et je dirais même les gars de Haute Future aussi, pour faire encore ces discrétions là. Les gars de Haute Future, ils ont complètement je pense que le mouvement des noirs altés, et comme c'est des mecs aussi altés Los Angeles, c'est grâce à eux qu'on a vu ça.
quand ils ont commencé à mettre le truc sur le net, quand le collectif avait dit Internet, Milo Hype, de Jet Edge, Tyler the Creator, Sweatshirt et tout ce mouvement, et Frank Ocean qui en faisait partie aussi de ce mouvement-là, qui est entré dans ce mouvement, ils ont réussi à permettre à l'artiste de pouvoir, à Frank Ocean de pouvoir développer une certaine forme d'indépendance par rapport à l'industrie, parce que comme il le disait, et comme vous pouvez le voir sur cet écran-là, sur vos écrans-là, à Def Jam, il n'était pas du tout considéré et tout, puisqu'il n'avait pas de relation avec le label, il n'avait pas de relation avec le truc, le truc là, donc ça l'a permis justement, cette relation avec Hot Future, de pouvoir sortir sa mixtape de manière indépendante, sans forcément l'accord d'abord, sans le truc de label. Nostalgia Ultra qui était génial et tout, beaucoup de samples un peu, des trucs des Eagles et tout, il y a eu beaucoup de problèmes un peu sur les trucs de samples un peu là-bas, et en sortant cette mixtape là, il a réussi à avoir un buzz de ouf comme pas possible, dans l'industrie. Il a eu un buzz énorme, et c'est là où Def Jam est revenu s'intéresser à lui. Et quand Def Jam est revenu s'intéresser à lui, ils ont donné alors il a demandé d'avoir les pleins pouvoirs sur l'album qu'il allait sortir, Channel Orange, c'est-à-dire avoir un budget d'1 million, avoir le contrôle créatif un peu sur l'album. Tout, il a commencé à travailler même encore avec Jay-Z dans ce son-là, qui était dans Watch the Throne, là, comme il s'appelle, No Church in the Wild. Il a réussi à gagner un Grammy et ça a permis un peu l'évolution du gars. Maintenant, après et tout, c'est là où on entre dans quelque chose qui est intéressant, la conception de cet album Blonde. Blonde, qui est vraiment l'album, qui est vraiment un album qui, moi, casse complètement les codes musicales un peu de l'époque et tout. Est-ce que quand moi j'écoute Blonde, en tout cas même quand je les réécoute maintenant, c'est ça, en écoutant Blonde beaucoup plus que Channel Orange, que je me suis rendu compte que ce gars-là qu'on essaye de classifier à quelqu'un qui fait du R&B alternatif n'est même pas et tout. Pour moi, Frank Ocean, pour ne pas faire des comparaisons et des trucs comme ça, mais ça, moi quand j'utilise des comparaisons, c'est pour que je puisse un peu situer un peu de mon argumentaire un peu. Frank Ocean, c'est un peu comme un peu quand j'écoute Blonde un peu, c'est comme un peu quand j'écoute un peu des albums comme Robert Wyatt Rock Bottom, Kid A de Radiohead, ou si je me trompe pas, des Brian Wilson, puisque lui-même l'a dit dans la plupart rares interviews que j'ai pu voir un peu et tout, que Brian Wilson avec les Beach Boys et autres et tout, elle constituait un peu la structure de l'influence majeure pour faire cet album-là. Et dans Blonde aussi, dans cette influence majeure qui avait avec les Brian Wilson et Beach Boys, un peu qui était très un peu la psychédélique, c'est bien pas la psychédélique pop un peu et tout. Généralement, c'est comme ça que je la vois un peu Brian Wilson, un peu sa musique pop. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on le réduise à du R&B, parce que ces héros ne sont pas des mecs de R&B. Ces héros, c'est des Todd Rundgren, c'est des Robert Wyatt, c'est des Brian Wilson, c'est ces mecs-là. Et sa musique se rapproche beaucoup plus de ces mecs-là que peut-être des R. Kelly ou des, je sais pas quoi, des New Edition ou des trucs. Sa musique se rapproche pas des gars de R&B standard des années 90. Il n'a pas ces codes-là. Et c'est justement ça qui revient avec cet album-là, et Blonde, qui se structure aussi différemment par rapport à Channel Orange et Nostalgia Ultra aussi, ces deux premiers projets, par son minimalisme, surtout le minimalisme dans l'instrumentation. C'est très minimaliste, c'est très vaporeux, c'est très atmosphérique, pour vraiment juste créer un feeling particulier, puisque le feeling renvoie un peu à des souvenirs d'enfance, puisque tout l'album est un peu structuré un peu avec souvent des interludes où on peut entendre la mère de Frank Ocean, quelques amis de Frank Ocean. C'est un peu structuré un peu comme ça, comme une certaine histoire qu'il veut nous raconter, où il nous parle un peu de son enfance, des thèmes un peu de ce que ça a été d'être un noir un peu dans
bisexuel, un peu c'est un problème un peu de sa bisexualité qu'il aurait dû cacher, qui cachait beaucoup. Il y a beaucoup ça qui revient un peu dans la plupart des sons. Un de mes sons préférés de l'album, c'est celui que vous entendez là. Bon, je pense comment ça s'appelle encore, c'est Self Control, je pense. Self Control qui est vraiment un de mes morceaux préférés avec une instrumentation géniale de John Bryan. John Bryan qui a fait une instrumentation incroyable aussi dans cet album-là. Parmi les collaborateurs, il y a aussi, je parlais, c'est James Blake aussi qui a participé aussi à la collaboration là-bas. Et qui est vraiment mon son préféré de l'album. J'adore tout l'album, mais celui-là, il est vraiment incroyable. Donc c'est un peu ça, dans Self Control, un peu, le thème un peu revient un peu à ça. Ça revient un peu à ça, la dépression et tout. Un album qui vieillit tellement bien dans le temps que je peux voir maintenant l'influence qu'il a eu un peu sur des artistes qui viennent après. Je parlais de Giveon. Je peux pas. On peut dire Dijon aussi est un enfant aussi de Frank Ocean, même si j'aime bien croire qu'il a un peu aussi notre influence. Je ne mettrais pas trop Maggie dans l'influence. Je vois l'influence que Frank Ocean a eu pour ces gars-là, même si je ne mettrais pas comme principale influence de la direction musicale. Parce que je pense que si c'est cliché de réduire ces gars-là, Dijon et Maggie, à comme juste des enfants de Frank Ocean. Parce que je vois ça un peu sur le net, en disant, oh, c'est des enfants de Blonde et autres et tout, même Omar Apollo. Je vois souvent un peu des gens un peu remettre un peu notre... Non, moi je dirais que c'est plutôt des gars qui ils font... ça fait partie des influences qu'ils ont eues et tout, mais ils ont d'autres choses qu'ils ont développées, un son différent qui est beaucoup plus différent un peu que ce que Frank Ocean a développé, qui est très particulier aussi. Et moi, ça Blonde, franchement, c'est un album qui me bluffe encore jusqu'à aujourd'hui, hein, qui me bluffe encore aujourd'hui. Et ce qui me bluffe encore aussi, par rapport à l'époque, c'est comment il a réussi, et ça c'est toujours des trucs qui me font rire, comment il a réussi à jutsuer l'industrie musicale grâce à cet album-là. Je vais un peu expliquer un peu l'histoire de ça, parce que ça c'est même encore plus intéressant. Et j'ai remarqué que même dans les réseaux sociaux, dans les YouTube et autres, on ne pousse pas assez cette histoire-là, parce qu'on a peur que ça se répète un peu, plus ou moins. Parce que pendant tout ce temps-là, ces 4 ans où il a, de 2012 ou en 2016, il était en train de préparer vraiment la sortie de son album là. Bon, c'est vrai qu'il y avait des périodes où il avait un peu des périodes où il n'arrivait plus à écrire, et tout. Quelques problèmes familiaux aussi. Il a réfléchi à un moyen de sortie de son contrat avec les trucs, parce qu'il devait encore un album à Def Jam. Il avait pensé autre, et il a imaginé une stratégie où il allait essayer de s'en sortir de contrat, de leur demander un peu le budget pour cet album-là, et pouvoir utiliser ce budget-là et gagner encore, comment on appelle ça, utiliser ce budget-là pour pouvoir gagner un peu des sous sans que il doit quelque chose à Def Jam. Et l'un des moments qui a été super intéressant par rapport à ça, c'est quand il a essayé de sortir. Il les a proposé un album qui était un peu bouché. Je me rappelle à l'époque, il avait fait même la promotion de ça dans son site internet là. Ça s'appelait Endless, je pense. Une promotion d'un album bullshit en fait, qui n'était pas un album officiel. Il avait sorti ça, ça devait être. Il a fait une vidéo qui devait annoncer justement l'album là, qui était un peu une sorte de film de l'album. Pendant 40 minutes, on le voit porter des chaises et des trucs. C'était un peu tout bidon quoi. Et tout. Les mecs le mec de Def Jam et tout, et de l'industrie musicale et tout, se sont dit, ah ouais, il a le truc de l'album et ce sera son dernier album de son truc. Donc il fait la promotion de ça et tout. Donc Def Jam se dit, ah ok, c'est le dernier album qui est le truc qui nous devait et tout, et maintenant il est libre, il peut aller faire ce qu'il veut. Et coup de théâtre, le jour qui suivait, il y a la promotion d'un autre son qui s'appelle Nike, et qui est la promotion de l'album Blonde maintenant. Et quand il sort l'album Blonde, il n'est plus sur Def Jam. Il est maintenant en indépendant, mais il profite du budget que Def Jam lui a donné. Le profit du budget que Def Jam lui a donné pour le mettre maintenant sur l'album Blonde là, sans pour autant les devoir quelque chose, parce que maintenant il les doit plus rien. Et tout, dans ce qui ramasse 2 millions comme ça. Et en plus, il avait promis un deal de distribution avec Apple, qui lui a donné apparemment 20 millions un peu pour pouvoir faire un truc de titre de distribution.
Ce qui fait qu'il a ramassé tout cet argent. Il a ramassé tout cet argent-là. Et il était en indépendance sur son label indépendant qui s'appelle Boys Don't Cry. Et donc, je n'imagine même pas le type de sous qu'il a dû se faire. C'est pour ça que même, il n'a même plus besoin de faire de la musique depuis 10 ans. Parce que justement, je pense que l'album là, il vit de cet album là jusqu'à aujourd'hui. Parce que tous les bénéfices, je pense 80% des bénéfices de son album La Blonde entrent dans ses poches. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le truc. Mais c'est un truc qui a théorisé, comme vous le dites, et ça qui même dans cette interview à Andy Martinez. J'ai remarqué que même ce truc-là, il n'est pas trop posté même d'ailleurs, là, comme vous pouvez le voir ici. He's a genius based off the fact that he had a deal and he didn't put out an album in 4 years. He literally figured out how to get 20 million, give him a bullshit album, get out his deal, make the funds apply to a whole nother album. And then Blonde, he already got a $20 million check from Apple from that shit. He didn't have to give any of that shit back to the label because he was already out his deal once he gave them Endless. It took that man 2 years to do that shit. Do you know how embarrassed the record industry was? That man figured out how to finesse the record industry and people don't talk about that. Et depuis là, et tout, l'industrie musicale est devenue dure qu'on ne doit même plus avoir ce genre de bullshit là. Surtout Lucien Grange et autres et tout qui dit non, on ne doit plus avoir ce bullshit là. Si on a le truc de le Frank-Océan Blonde là, cet élément de fait là, on ne doit plus avoir ça. Et c'est ça qui me fait trop rire même un peu aussi à l'histoire de l'album, c'est comment il a pensé à finesse l'industrie. Pour pouvoir sortir cet album et avoir quelque chose où il a complètement, comme ils disent là-bas, le ownership véritablement de son album là et autres. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, il n'a plus besoin de sortir de disques. Hein. Franchement, il peut rester là-bas et parce qu'il gagne encore des bénéfices de ça. Et ça a été un tour de force comme j'ai rarement vu dans la vie. Ça me rappelle un peu, bon, en toute proportion gardée, un peu ce que Lou Reed avait fait un peu à son label, un peu quand il devait un album à son label, le label le faisait chier, il les a donné un album bidon là qui s'appelait Metal Machine Music là, je crois. Allez essayer regarder l'histoire un peu sur ça, ça m'avait fait rire à l'époque quand je l'avais vu. Bref, tout ça pour dire que Blonde est un album encore qui a trop bien veillé. Ça va faire déjà plus de 9 ans, 10 ans qu'il est sorti. Et depuis là, Frank-Océan, il sort quelques snippets de son du moins tous les 2 ans, 3 ans, un peu sur son site ou sur sa chaîne, un peu YouTube et tout. Je ne pense pas qu'on reverra de sitôt ce gars. J'ai l'impression un peu qu'il a un peu une sorte de trou noir et tout, un manque d'inspiration un peu pour revenir un peu musicalement. Et surtout quand on sait ce qui lui est arrivé, dans sa vie personnelle avec la perte de son petit frère qui est mort de manière très tragique par un grave accident de voiture qu'il a complètement, je pense qu'il a complètement bousillé humainement, psychologiquement. Je peux comprendre quand tu perds un petit frère comme ça, en tout cas une personne très chère, surtout ton frère, de manière autant tragique. Ça ne laisse personne indifférent. Et je me dis à l'avenir, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qu'on va revoir encore musicalement? Et quand on repense aussi à son retour à Coachella, avec le live à Coachella en 2023, qui n'était pas forcément ouf en termes de performance et qui avait été énormément critiqué, même si oui, ça a été critiqué et tout, mais le public, c'est le public qui voulait voir Frank-Océan. C'est le public qui a forcé pour que le gars là soit là. On l'a payé des sous, mais le mec, l'état mental qu'il était n'était pas adéquat pour qu'il puisse se présenter à live à cette époque-là. Il n'avait vraiment pas encore fait le deuil de la mort de son frère et ça se voyait. Je ne veux pas être indulgent avec les stars ou quelque chose comme ça là, parce que c'est pas mon style. Mais quand je comprends aussi, les gens sont des êtres humains. Et tout, vous allez dire, oh, pourquoi alors il a accepté? Mais vous voyez la pression que vous faites à ce mec-là tout le temps pour qu'il apparaisse dans votre truc. Il y a comme je l'ai dit déjà avec Dijon et Maggie et autres et tout, les fans de Frank-Océan, c'est une secte.
les mecs et autres et tout, oui, Frank Ocean, on veut pour Coachella, Frank Ocean, on veut pour Coachella. Le boy, on le propose une certaine somme d'argent pour être puisque c'était le main event de Coachella 2023. Bon, il accepte un peu le truc, il essaie un peu de se sortir un peu de sa dépression, un peu pour pouvoir faire le truc. Il n'est pas forcément ouf. Je peux comprendre un peu que les spectateurs ne sont pas satisfaits par rapport à ça, mais moi, je dis, il n'aurait pas dû accepter ce truc-là. Il n'était pas encore prêt pour se montrer en live. Se montrer en live avec l'incident de son frère. Et comme d'habitude, c'est parti sur Internet et tout. Et voilà quoi. En tout cas, si vous l'avez pas encore suivi cet album-là, en tout cas, c'est pensé rare. Si vous l'avez pas, allez le resuivre un peu. C'est un album qui est très marquant pour l'industrie, pour la musique un peu américaine. Non seulement sur le plan même de comment il a été conçu, mais comment il a réussi même à finesse l'industrie, mais surtout musicalement aussi, ce que ça m'évoque. C'est, pour moi, Blonde est du même niveau, un peu qu'un album comme Kid A de Radiohead. D'ailleurs, je vous avais fait un sujet sur Kid A. Sur Radiohead, qui est toujours disponible sur mon Patreon. C'est beaucoup plus disponible sur mon Patreon que sur ma chaîne principale, un peu. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de droits d'auteur. Si vous voulez le regarder, je vais le mettre le lien en description. Vraiment dans la dimension de ces albums, Rock Bottom de Robert Wyatt. Et je voulais faire un sujet comme ça, un peu rapide, un peu par rapport à ça, parce que ça faisait 2-3 jours que je le suivais, et j'ai dit, pourquoi pas, je vais le faire. Je me demande si je vais le mettre sur Patreon, ce sujet, ou je vais le mettre sur Click, mais je pense que je vais le mettre même disponible directement sur ma chaîne YouTube. En tout cas, merci encore à ceux qui suivent ma chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et pas plus pour d'autres aventures.